Dans cet épisode, Allons-y. Adam et Jamie font sa fête à un mythe de Noël. Il y a au moins un petit garçon qui sera content. Les guirlandes lumineuses d'un sapin peuvent-elles le faire s'enflammer? Comme il a l'air festif. Carrie, Tori et Grant se penchent sur un concept dans l'air du temps. Quand est-ce que l'espace-temps se déchirera autour de ce truc? Ils se demandent s'il est possible d'arrêter la gravité en un coup d'interrupteur. Ça marche. Enfin, Carrie se sacrifie courageusement. Dans quoi je me suis embarquée? Elle cherche à savoir si la vodka guérit les piqûres de méduses. Commençons le traitement. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage J'ai une fusée en viande. et Jamie Heineman. C'est trop bien. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. C'est exactement ce que je voulais. Avec eux, Carrie Byron, Je suis une piñata. Grant Imahara Pas de remarque. et Tori Belleci. Oui, bien sûr. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes. Ils les mettent à l'épreuve. Les guirlandes lumineuses peuvent-elles faire brûler un sapin? C'est le symbole inamovible des fêtes de fin d'année. Un sapin paré de tous ses ornements. Mais est-il aussi paré à tuer? Rien de plus tragique qu'un incendie à Noël. Est-il possible que ce genre de catastrophe soit dû à des guirlandes électriques restées allumées? Les Mythbusters vont tenter de répondre à cette question brûlante. Comment on procède? On prend un sapin ordinaire, une quantité normale de guirlandes électriques, on les branche et on voit ce qui se passe. D'accord. En fait, je pense qu'on devrait tester plusieurs types de guirlandes. S'il y en a une sorte qui produit plus de chaleur, autant préférer celle-là. Ça marche. Si on n'arrive à rien avec un nombre normal de guirlandes, même puissantes, on mettra le paquet. Après, si le sapin ne brûle toujours pas, il faudra trouver un autre moyen que la simple chaleur des ampoules. Un court-circuit? Exactement. Avant de braquer les projecteurs sur ce mythe, il faut acheter de quoi faire briller le sapin. Adam et Jamie savent où se fournir. Voyons voir si Mike, le gérant du magasin, saura les éclairer. Voilà, on se demande si les sapins prennent feu à cause des guirlandes elles-mêmes ou parce qu'on en a trop mis sur l'arbre. De nos jours, les guirlandes ont toujours un fusible dans la prise. Avant, on prévenait sur la boîte de ne pas mettre plus de 3 guirlandes à la fois. Si un type s'amusait à en brancher 20, il y avait beaucoup trop de courant passant et la maison risquait de brûler. Aujourd'hui, il est infusible. Il y a l'embarras du choix. Les guirlandes sauce chili et homard sont tentantes. Pourquoi mettre des homards sur un sapin? Mais Adam et Jamie restent classiques. Ça, c'est celle qu'on visse, comme chez ma grand-mère. Ça, ce sont les petites ampoules qui clignotent. Adam et Jamie achètent des dizaines de guirlandes des deux modèles les plus couramment utilisés en intérieur, avec ampoules C7 et C9. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Je vais rentrer chez moi et je placerai ça dans le jardin, une fois que ma femme sera couchée. Elle va flipper en se réveillant. Qu'est-ce que c'est que ça? Après les emplettes, retour à l'atelier pour passer à la phase pratique. Ces deux modèles ont chacun un fusible de 3 ampères. Celui-ci a un fusible de 5 ampères. Rien qu'en plaçant mes mains là, je sens qu'il produit plus de chaleur. On va sans doute préférer celui-là. Pour mesurer la chaleur dégagée par chaque modèle, Adam fait des boîtes chaudes. Regardez-moi ça. Je prends un modèle de chaque et je les place dans une boîte en métal recouverte de papier aluminium. Je laisse la nuit passer et je prends la température le lendemain matin. Selon les relevés obtenus, je pourrais dire si c'est assez élevé pour mettre le feu à des objets. Et voilà, du papier alu rose, des guirlandes de Noël, un machin en métal, et on obtient le plus beau des cadeaux de Noël, une expérience scientifique. Pendant que les boîtes chaudes chauffent, Adam et Jamie plantent une vraie forêt de conifères pour l'expérience suivante. La chaleur dégagée par les ampoules déclenchera-t-elle un feu de forêt? La deuxième expérience consiste à accrocher le plus de guirlandes possible selon les instructions du fabricant.
On peut savoir ça en consultant les fusibles installés dans les guirlandes. Ça va encore quand on accroche 4 guirlandes. Au-delà, les fusibles vont commencer à griller. On va donc laisser plus de 4 guirlandes allumées sur un sapin et voir ce qui se passe après une nuit. La grande famille des Mythbusters est réunie autour du sapin. Jess, la petite nouvelle, vient prêter main forte. Ça fait beaucoup de guirlandes pour un seul arbre. C'est Noël dans 3, 2, 1, 0. Je suis de bonne humeur. Je sais pas pourquoi. Ça fait chaud au cœur tout d'un coup. Pour recréer une situation ordinaire, on va laisser les guirlandes allumées toute la nuit. Jess a pour mission de les surveiller. Tu pourras faire attention s'il y a des guirlandes qui pètent. Enlève-les. Et laisse les autres pendant la nuit. On reviendra demain matin pour voir ce qui s'est passé. Espérons que Jess aura une nuit paisible, mais illuminée. À demain matin. Merci. Merci à toi. À demain. Je serai là. L'antigravité, science ou science-fiction? On va s'attaquer à un gros morceau. Vous avez déjà rêvé de contrôler la gravité? Ouais, génial. Encore un mythe comme ça. Des recherches sérieuses ont été menées de par le monde. Un scientifique russe a fait des expériences fascinantes avec des supraconducteurs. Et ça intéresse la NASA et l'Agence spatiale européenne. Ça prouve qu'il y a des cinglés, même tout en haut de l'échelle. Cela fait longtemps que l'antigravité fait partie des légendes scientifiques. Y a-t-il une part de réalité? Peut-on annuler la gravité avec un simple interrupteur? Notre trio intrépide va tenter de répondre à ces questions. À votre avis, par où commence-t-il? Internet est un moyen formidable pour se renseigner sur toutes les technologies un peu étranges. De nombreux brevets pour des appareils antigravitationnels ont été déposés. Peu importe s'ils fonctionnent. Le modèle est déposé, c'est l'essentiel. Pas mal de ces machins n'ont rien à voir avec la technologie terrestre. Et la plupart sont à des années-lumière de la réalité. Prenons quelques modèles au hasard et testons-les. Avant de passer aux expériences, une petite piqûre de rappel. Si ce n'est pas votre cas, retournons à la case départ avec le brillant Monsieur Newton. Je vais bien. En 1687, Sir Isaac Newton a défini la gravité comme l'attraction mutuelle entre tous les corps ayant une masse. Comme la grosse orange bleue sur laquelle nous sommes posés exerce une force d'attraction considérable, tout objet ascendant est appelé à retomber ensuite. Cependant, le concept d'antigravité recouvre plus que l'annulation de toute chute. Un avion, un hélicoptère ou un objet avec des ailes n'est pas un exemple de modification gravitationnelle. Il génère de la portance, qui est en opposition avec la gravité, mais il n'influe pas sur le champ gravitationnel. Les Mythbusters vont tester des appareils censés modifier la gravité. Cela a l'air simple, mais par où commencer? L'engin antigravitationnel que j'examine est une simple toupie qui flotte. Comment une toupie qui flotte annule-t-elle la gravité? Avec des piles en tout cas. Selon les instructions, il faut faire tourner la toupie au-dessus de la base, ce qui devrait la placer dans un champ antigravitationnel. Il faut faire comme ça. Et c'est à partir de 8 ans. Après avoir parcouru les instructions et avoir changé d'endroit, Carrie semble triompher de la gravité. Voici le futur. Lors d'une belle nuit aux 220 volts, l'atelier était paisible. Pas une créature ne bougeait, pas même...
Pour savoir si les guirlandes risquent d'enflammer les sapins de Noël, Jamie et Adam en ont fixé sur plusieurs arbres et les ont laissés fonctionner toute une nuit. Jess, la nouvelle recrue, a veillé au grain. Bonjour. Bonjour. Alors, Rien de spécial. Pas d'incendie. Pas d'incendie, mais pas une douce nuit pour autant. Cet atelier est vraiment flippant la nuit. Il y a plein de bruits bizarres partout. t'as déjà passé la nuit dans ton atelier? Non. Adam relève la température des ampoules dans les boîtes chaudes. Les C7 à 3 ampères sont intactes. En revanche, les C9 à 5 ampères ont dépassé les 175 degrés Celsius et ont commencé à fondre. Un gros bâton de glace parfum guirlande. Les C9 ont suffisamment chauffé pour faire fondre le plastique et le caoutchouc autour des ampoules et des fils. C'est très pertinent, puisque ça prouve que ça peut faire un court-circuit, et donc un incendie. Un nombre normal de guirlandes sur un sapin ordinaire est rien. On met le paquet? C'est parti. Là, on devrait mettre 500 C9. Tant qu'on y est, on devrait installer un imageur thermique pour voir où se répartissent les zones de chaleur. Tout à fait d'accord. Excellente idée. Pour cette expérience, Adam et Jamie ne suivent pas les instructions situées sur la boîte. Je veux ignorer délibérément les mesures de sécurité des ampoules C9 et en placer autant que possible dans des conditions ordinaires. T'as oublié un détail. Ah oui, mon déguisement. Allons-y. Ils recouvrent le sapin avec un nombre astronomique de guirlandes électriques. 500 ampoules. Ce test va servir à démontrer si, avec un nombre démesuré de guirlandes, l'arbre prendra feu. D'accord. Je crois que tu peux t'arrêter là. Voici les guirlandes, l'imageur. L'ambiance commence à se réchauffer. Ça va être trop marrant. C'est trop drôle. On dirait un elfe fou. Le caméraman thermique est prêt. Mettez vos lunettes de soleil. 3, 2, 1. Tout s'est allumé. On sent bien la chaleur. Maintenant, on attend. Ça va prendre un moment. Ils attendent, mais rien ne se passe. On aimerait que le sapin prenne feu tout seul, à cause de la température élevée, ou à cause d'un court-circuit. Quelques heures et plusieurs casse-croûtes plus tard, pas un seul incendie à l'horizon. Ça fait 3 heures que c'est au même niveau, non? Oui, je suis dans les 107 degrés Celsius environ. Ça a monté un peu. Ça s'est beaucoup asséché au milieu, autour des guirlandes. Ces aiguilles sont sur le point de tomber. C'est un vrai four. 5 heures plus tard, l'arbre est cuit, mais pas flambé. J'y crois pas trop. Il faudrait bien rajouter 5-6 000 ampoules. Jamie a raison. Avec 500 ampoules, ça n'a pas l'air de donner grand-chose. Pas d'incendie en vue. Ça n'a même pas vraiment l'air de fondre. On a fixé 500 ampoules sur l'arbre et on les a laissées pendant 8 heures. Il a chauffé un peu, mais il est encore intact. Il n'y a pas eu d'incendie. La gravité est l'une des 4 forces naturelles fondamentales. Est-il possible de l'annuler tout simplement? Grant, Tori et Carrie surfent sur Internet et testent divers engins pour répondre à cette question. Carrie a trouvé une toupie qui semble y arriver, mais en fait, elle est maintenue en l'air par un champ magnétique. Elle tient en équilibre à cause de la rotation. Si elle ne tourne pas assez vite, elle devient instable et elle tombe. C'est amusant, mais peu antigravitationnel. Grant a-t-il mieux? Nous avons trouvé un lifter anti-gravité en kit.
C'est un objet triangulaire qui utilise un champ magnétique sans partie mobile pour produire de la portance. Ça peut paraître farfelu, mais cela intéresse des gens, dont la NASA. On trouve beaucoup de pages là-dessus sur Internet. Nous, on va essayer de savoir si c'est de l'antigravité telle que nous l'avons définie. Selon ce qu'on appelle l'effet Biefeld-Brown, on peut fabriquer un nouveau champ gravitationnel en faisant passer 30 000 volts dans ce fil. Cela libère alors le lifter de la gravité ordinaire. Grant a beau être brillant, il ne parvient pas à faire décoller son nouveau joujou. C'est censé bourdonner? Grant va-t-il se laisser mater par cet appareil? Quelques heures plus tard, Tori et Carrie viennent voir si ça avance. Cette machine est légèrement décevante. Attends un peu. Quand ce truc décollera de la table, tu ravaleras tes paroles. Ça n'a pas avancé. Je ne sais pas ce que c'est censé faire, mais ça a l'air cool. Ça crame. Grant reconnaît sa défaite et appelle le fabricant à l'aide. Ça saute de P1 à l'endroit où R7C est branché. Quelques retouches plus tard, les Mythbusters sont prêts pour le décollage. C'est de la haute tension. Ça s'est envolé vers moi. Pourquoi tu l'as pas arrêté quand ça s'est envolé? C'est une première dans cette émission, une invention trouvée sur Internet qui fonctionne. Nos amis sont tous sous le choc. Tori et moi étions très dubitatifs avant le début de l'expérience. Mais Grant a réussi à faire fonctionner cet objet qui s'est envolé. Et comme on était à côté, il nous a tous électrocutés. Je suis impressionnée. Même Jamie est impressionné. C'est formidable que ça fonctionne. La plupart des inventions que nous essayons sont complètement idiotes, mais pas celle-ci. Cet engin se soulève dans les airs sans ventilateur, sans propulsion ni champ magnétique. C'est de l'électricité, rien de plus. Qu'en pense Adam? Il est sûr qu'il y a un truc. Il croit que c'est truqué. Il y a une astuce, c'est ça? Mon chien fait ça quand il se voit dans une glace. C'est une des expériences les plus classes de l'émission. Quand vous avez commencé, je m'attendais à voir des bidules électroniques inefficaces. C'est ce qui se passe d'habitude. Là, ça a battu l'énergie libre. La balle en glace. Les pyramides. C'est l'euphorie générale. Le mythe de l'antigravité est-il confirmé pour autant ou s'agit-il d'un autre phénomène? Nos fins limiers vont mener leur enquête. Ça casse la baraque. Ça dépasse tout. On sait maintenant qu'il y a un important champ de force électrique, même si on s'en doutait dès le départ. Ça ne veut pas forcément dire qu'il s'agit d'antigravité. On va donc mesurer la poussée et voir s'il y a un processus mécanique là-dessous. Les défenseurs de l'antigravité vont être déçus. Il y a des mouvements d'air. Il y a un vent à 2,5 km par heure, et donc de la poussée. Oui, c'est un effet de poussée et non de modification gravitationnelle. C'est comme un aéronef à voilure fixe qui écarte l'air pour vaincre la gravité. En passant dans le fil, les 30 000 volts ionisent l'air environnant. Ces ions sont attirés par l'aluminium en dessous et le courant d'air produit soulève le lifter du sol. Si Grant a raison, cela ne fonctionnera pas sous vide. D'après moi, la tension élevée ionise l'air entourant le lifter et crée un flux qui entraîne un phénomène de poussée. Pour en avoir le cœur net, il faut enlever l'air de l'équation. Logiquement, il ne devrait pas y avoir de poussée. En effet, le même test est fait sous vide et le lifter ne décolle pas. Il ne vole pas. Pas du tout. Ça marchait avant. On le place sous vide et il ne vole plus. Pas d'air, pas de poussée, pas d'antigravité.
Un résumé parfait. Ils auraient pu s'en douter dès le départ. Peut-on courir à la catastrophe si on laisse des guirlandes de Noël branchées? D'après les premières expériences des Mythbusters, on ne dirait pas. 500 ampoules placées sur un sapin ordinaire n'ont pas suffi à faire crier au feu. On est dans la mauvaise direction. Il nous faudrait une étincelle électrique. Les ampoules sont protégées par des fusibles. Ça ne fera pas d'étincelle. C'est le cas pour les ampoules, mais on peut brancher trop de guirlandes électriques dans une seule prise grâce à des prises multiples. S'il y en a trop ensemble, ça peut surcharger le circuit électrique. Je vais faire un test pour voir si on obtient une étincelle en faisant ce type de branchement. D'accord. Adam prépare sa recette. Voici mes ingrédients favoris pour créer une étincelle à partir de guirlandes électriques. Une bonne vieille rallonge de 2,50 m, un ampèremètre serre-fil pour mesurer l'intensité du courant produit par les ampoules et... plus de guirlandes que vous ne pouvez l'imaginer. Bon, un petit peu moins. C'est assez simple. Il faut encastrer plusieurs prises multiples. Vous avez ça chez vous? Si oui, je ne viendrai pas vous voir à Noël. Les brancher sur une vieille rallonge électrique. Les rallonges plus modernes sont un peu plus épaisses, mais on trouvera sans doute ce modèle dans toutes les maisons. Rajouter un nombre conséquent de guirlandes. Avec 10 guirlandes, je suis à 50% au-dessus des recommandations du fabricant. Et laisser cuire pendant 15 minutes. 141 degrés Celsius. C'est fou. Bon, il faut que ça plante. Un conseil, n'essayez pas ça chez vous. Il y a le double de la puissance normale. Ça fiche les jetons. Tu l'as dit. Il suffit de mettre trop de courant dans une rallonge. Je l'attendais. Et voilà ce qui arrive. L'isolation des fils a fondu. 2 fils se sont touchés, ce qui a produit un arc électrique et une grosse étincelle. Dans un foyer ordinaire, la catastrophe n'est donc pas loin. On essaie de trouver une méthode viable pour causer une panne qui entraînerait une étincelle. Les gens sont toujours très fiers de leur décoration de Noël. À mon avis, un bon nombre de téléspectateurs ont fait ce que j'ai fait. Vous vous rendez compte du danger maintenant ? Chaque année, plus de 150 personnes meurent emportées par une avalanche. Avis de vigilance maximale sur Discovery avec un risque d'avalanche élevé à très élevé dû à l'évolution d'un manteau neigeux très instable durant la semaine du blanc. Il doit y avoir plus de 60 mètres de glace au-dessus de moi et elle peut s'effondrer à tout moment. Si pour vous la semaine du blanc c'est du linge dans les grands magasins, laissez tomber. C'est comme un grand mur blanc qui fonce vers vous en bouillonnant. La semaine du blanc, la semaine prochaine à 22h35 sur Discovery Channel. Au même titre que les jetpacks et les cuisines miracles, le contrôle de la gravité est une technologie alléchante, mais qui n'a pas été concluante jusqu'ici. Quoique... C'est de la haute tension. Ça s'est envolé vers moi. Le lifter est bien sympa, mais il ne modifie pas la gravité. C'est de la poussée. Cette histoire de gravité n'est pas évidente. On devrait appeler des experts. Et il y a sûrement des instruments qui permettent de mesurer précisément la gravité. En cherchant, on devrait en trouver. Prenons les deux alors, parce qu'on n'arrive jamais à se servir des instruments. Résultat des courses, 3 hommes et une machine. Tim et Derek, 2 physiciens, viennent avec un gravimètre ultra sensible. Le docteur Bob Jacobsen, professeur de physique, est également là. On écoute au fond de la classe. On va repartir du début. Quelle est la différence entre l'antigravité et la modification gravitationnelle? Les avions de ligne volent en compensant la gravité par une autre force. On peut vaincre la gravité en lui opposant une force contraire.
L'antigravité annule totalement la gravité et elle n'agit plus sur un objet donné. Au lieu de soulever un corps, vous annulez sa masse et il flotte. Qu'est-ce que tu penses des tests qu'on a faits? Je pense que c'est la bonne approche. S'il se passe des choses, vous allez vous en rendre compte avec vos expériences et distinguer le vrai du faux. C'était l'aspect théorique. Pour avoir confirmation que les appareils testés n'annulent pas la gravité, le gravimètre va venir à la rescousse. Quand est-ce qu'il y aura un gros vortex et que l'espace-temps se déchirera autour de ce truc? Dans 23 minutes? Excellent. En voyant cet engin, je le vois bien faire un gros bruit. Et l'atelier entier se mettre à vibrer. Il adore la science-fiction. Je suis trop content. C'est ce qu'on peut trouver de plus proche de la science-fiction dans la vie de tous les jours. Excellent. N'oublie pas ton anorak, Grant. Comment fonctionne le gravimètre, au fait? C'est le vide intégral à l'intérieur. Il n'y a pas d'air. Enfin, ça se met en place en ce moment. Il y a un petit miroir ici, avec un moteur qui le soulève jusqu'en haut. Puis le miroir tombe en chute libre dans le vide, sans rien pour le retenir. C'est de la gravité pure. Dans cette boîte noire se trouve un laser. Comme un laser de radar pour policiers. Le laser se reflète sur le miroir et le trajet est mesuré très précisément. Des engins électroniques perfectionnés transmettent les informations à l'ordinateur et nous indiquent les variations de gravité. Ça semble idéal pour le mythe. Cet appareil détectera tout changement de gravité au milliardième près. Redonne-nous une comparaison. On prend un paquet de feuilles ordinaires pour machine à écrire. On le place à un peu plus de 90 000 mètres d'altitude, c'est-à-dire 1 millier de tour Eiffel ou une centaine de mont Everest. Ensuite, on enlève une feuille. C'est un peu ce genre de précision, l'épaisseur d'une feuille sur 1 milliard. Même si ce n'est pas de l'antigravité parfaite, s'il y a une altération d'1 milliardième, on peut la voir. Pour que le vide nécessaire à cette précision diabolique soit fait, il faut laisser chauffer le gravimètre pendant toute une nuit. En allant examiner l'appareil le lendemain matin, les Mythbusters ont un aperçu de sa puissance phénoménale. On a enregistré des variations pendant la nuit. Oui, peut-être parce qu'on est dans la baie de San Francisco, on a eu plus de variations que prévu. Il a dû y avoir des micro-séismes. Il y a eu un tremblement de terre ce matin, ce qui explique les variations que nous venons de constater. Le gravimètre n'a pas seulement mesuré les changements gravitationnels dus aux séismes locaux, il a aussi capté les changements des marées de la Lune. Cet instrument est assez sensible pour détecter le passage de la Lune, d'accord. Mais dans la vie de tous les jours, par exemple, on a constaté un événement bizarre à l'Université du Colorado, là où cette machine a été développée par le professeur James Fowler. La gravité changeait chaque week-end, sans qu'on en sache la raison. On a fini par trouver que c'était le stade de football américain qui se remplissait d'étudiants. La gravité baissait dans ce cas-là, car nous étions en dessous, dans un sous-sol. Quand tout le monde quittait le stade, elle remontait. Il y avait donc une variation pendant le temps du match. Ah, c'est fou! L'appareil devrait donc pouvoir reconnaître un vrai champ d'antigravité. Ça n'a aucune incidence sur le gravimètre. Hé, Bob! Tu as bien vu la toupie léviter? Pourtant, on n'a constaté aucune modification de gravité. Le gravimètre n'est pas sensible au magnétisme et c'est ça qui fait tenir la toupie. Et un appareil éliminé. Maintenant, qu'en est-il du lifter? il y a une odeur d'ozone. Ne t'approche pas trop. On peut sentir du vent. C'est donc de la poussée. Même quand le lifter lévite juste au-dessous de la machine, le tracé reste plat. Ce matin, le chiffre était 979,829,24. Et là, 979,829,12. Ça fait 12 milliardièmes, c'est-à-dire le bruit qu'on fait en marchant. C'est un volume normal. Comment pensez-vous que ça se produit?
si ce n'est pas par modification gravitationnelle. Ça fait la même chose qu'une aile. Ça repousse l'air vers le bas. Par quelle méthode? Sans doute en ionisant le fil pour qu'il soit électrifié, puis en l'attirant vers la plaque d'aluminium. Après, ça continue de bouger. Le lifter est à terre. Le gravimètre est hallucinant. C'est fou comme il est précis. On sait que le lifter est bidon, mais après... J'ai trouvé un autre appareil qu'on ne peut pas tester avec des méthodes traditionnelles. Ça s'appelle le générateur de Hamel. Un type dit qu'il a été enlevé par des extraterrestres qui lui ont montré leur vaisseau. Après, il a inventé ce générateur. Si quelqu'un a su maîtriser l'antigravité, c'est sûrement les extraterrestres. Les Mythbusters ont déjà croisé ce genre de déclaration effarante. Joyeux Noël à nous. Joyeux Noël. Ils ont aussi vu des listes d'ingrédients plus étranges que celle-ci. 3 boules de jade. Un rouleau d'aluminium et 1000 aimants. Pourquoi prennent-ils cet appareil tellement au sérieux? Parce qu'il fournit un plan très détaillé. Tout le monde aime les bons plans. Comment fonctionne cette technologie venue de l'espace? En principe, les cônes bien équilibrés tremblent dans un champ magnétique. C'est cet équilibre dynamique qui génère un champ antigravitationnel et permet aux vaisseaux extraterrestres de se détacher de la gravité. Si seulement les extraterrestres étaient là pour m'aider. Ils ne sont pas dans le coin. Carrie et Grant feront bien l'affaire. Grant fixe les tablettes, cruciales pour l'engin. Voici la tablette. C'est censé trembler. Un peu comme ça. Pas mal, non? Pendant que Carrie répartit les aimants sur la jante de 3 roues de vélo, Tori fabrique 3 cônes avec le rouleau d'alu. Une fois que Grant et lui ont fini de se battre, ils finissent l'assemblage. Ça marche. Regardez-moi ça. C'est bien en place. Le cône est au centre de l'anneau et il plane. Tous les aimants à l'extérieur repoussent parfaitement les aimants à l'intérieur du cône. Ça crée un petit interstice, comme si ça flottait dans l'espace. Ça a fière allure. Les aimants et les cônes sont parfaitement équilibrés. Il faut tout de même attendre le 3e cône pour que les choses deviennent passionnantes. Le générateur devrait décoller et flotter dans un champ antigravitationnel. C'est parti. Vous avez vu comme ça oscille? Ça oscille, mais ça ne lévite pas. Pour être sûr d'avoir tout bien fait, il passe à l'expérience déterminante. C'est en marche. Le générateur est lancé. Allez, on sort de là. Souvenez-vous que ce gravimètre ultra sensible peut détecter la plus infime fluctuation dans la gravité environnante. Nos physiciens hors pair sont à l'affût, curieux de savoir si une avancée scientifique majeure va avoir lieu. En fait, personne n'est étonné de voir que le générateur de Hamel n'a absolument aucun effet. Vous êtes sûr que vous ne truquez pas les résultats parce que vous êtes contre l'existence de l'antigravité et que vous faites partie d'un complot planétaire? Pas de commentaire. Honnêtement, j'aurais adoré que ça réussisse. J'aurais aimé assister à un phénomène d'antigravité. Ça aurait été vraiment formidable. La physique fait le plus de progrès quand on constate des faits qu'on ne comprend pas. Le meilleur moyen, c'est d'obtenir un résultat vérifiable, reproductible et inexplicable. Et coupé. Vous avez vu le trou dans le plafond, là où c'est passé? Non. Moi non plus. On aurait mieux fait d'essayer un truc conçu par Mark Hamill, pas Hamel. Oula! À part le générateur de Hamel, je ne sais vraiment pas quoi dire des autres inventions. Le lifter est un appareil très sympathique. Il fonctionne à merveille, mais grâce à de la poussée, mais pas de l'antigravité. L'antigravité, c'est donc du bidon. Ouais, c'est bidon. Je ne sais pas si on peut dire ça. Nos inventions sont bidons, oui. Soit, l'antigravité est bidon. Pour l'instant. L'antigravité n'est pas arrivée à décoller. Ce mythe est bidon. Maintenant, passons à un sujet complètement différent. La plupart des gens préfèrent boire la vodka.
Carrie et Tori, eux, ne se contentent pas de si peu. Ils ont entendu une rumeur étrange sur cet alcool. Voici l'aquarium idéal pour pêcher une méduse. C'est ici qu'on trouve l'une des plus belles collections au monde. Sans le savoir, l'une de ces méduses va être élevée au rang de Mythbuster. Carrie va au centre de l'aquarium pour chercher la petite bête. C'est quoi comme méduse? Ce sont des scyphozoaires, des Chrysaora fuscescens. C'est le genre de grosses méduses qu'on trouve dans l'océan Pacifique Nord. C'est un bon type de méduse pour notre expérience? Elles font de bonnes piqûres. Ce sont des spécimens qu'on peut rencontrer dans l'eau quand on nage. C'est l'animal idéal pour ce type de test. Ah, dans quoi je me suis embarquée? Ça ne va pas te tuer ou te blesser, mais ça sera désagréable pendant une semaine. Comme c'est rassurant. Mais on n'a rien sans rien. Il y en a une qui te plaît? Ah, en voilà une bien. Et je la capture. Encore un tentacule. Tout va bien. Wow. Un joli paquet. Je vais emporter ça, c'est fou. Amuse-toi bien. À l'atelier, la vodka a été mise au frais. Dès son retour, Carrie commence à regretter d'avoir accepté cette mission. Je suis un peu tendue et inquiète. Je pensais que tout irait bien, mais maintenant que j'y suis, j'ai le cœur qui fait du 140. Tu veux vraiment tenter ça? J'en meurs pas d'envie. C'est vraiment pour l'émission. Tu vas la prendre doucement par la tête et la faire passer sur mes bras dans l'eau pour que les tentacules me touchent et me piquent avec des milliers d'aiguillons. Ça répandra des neurotoxines dans mon corps. Sympa. Pendant que la méduse se prépare, le docteur Bellecci explique la procédure. Une fois que tu auras été piqué, voilà ce qui va se passer. Nous allons appliquer le traitement traditionnel, c'est-à-dire en commençant par de l'eau chaude. Je vais masser ton bras avec une brosse et je vais appliquer du gel antihistaminique classique. Je vais verser de la vodka sur l'autre bras et frotter avec la brosse. Et on verra ce qui marche le mieux. D'accord. Tu es prête? Motivée? Top là. On ne rigole plus. Elle t'a touché? Je ne sais pas, j'ai plus senti de ce côté-là. Tu le refais? Encore? Va dans ce sens-là cette fois. Tu aimes souffrir? Pas vraiment. Allez, vas-y. C'était bon là? J'en sens là aussi. C'est bon alors. Ça me pique de plus en plus. J'ai des picotements partout dans les bras. D'après ce que j'ai compris, chaque ligne qui se répandent lentement. Bon, commençons le traitement. Pas de doute là-dessus, quand Carrie a été engagée, le contrat ne parlait pas de neurotoxines. On commence par le traitement traditionnel, l'eau chaude. Prête? Frotte avec la brosse. Il faut neutraliser les aiguilles qui n'ont pas répandu de toxines. Vers l'avant-bras, s'il te plaît. La douleur est une sensation toute subjective. Ce n'est pas comme si je caressais des chiots. Tori est efficace et on a rapidement fini avec le traitement traditionnel. Maintenant la vodka. Prête? Et avant de pouvoir dire « Comment ça va ?» Bien. Il a appliqué le remède alcoolisé. Ça suffit pour la vodka, non? Ça suffit pour la vodka. Finalement, Carrie se sent plutôt bien. Je m'attendais vraiment à souffrir le martyre. J'ai serré les dents en m'attendant à me faire piquer par des dards acérés, mais finalement, c'était pas si pénible que ça. Tu es très courageuse, je le reconnais. C'est pas très agréable en tout cas. On n'a pas envie de faire ça tous les jours. Mais c'est mieux qu'un coup de pied en pleine tête. La méduse n'a pas produit un effet fracassant. De son côté, la vodka a-t-elle eu de l'effet? Ça m'a fait du bien quand tu m'as appliqué le traitement traditionnel. C'est comme si j'avais gratté un endroit où ça me démangeait. Avec la vodka, ça a été à peu près pareil. La seule différence, c'est que j'ai senti un soulagement chaud d'un côté et un soulagement frais de l'autre. Au bout de 2 minutes, j'ai sincèrement ressenti la même chose de chaque côté. Au bout de plusieurs heures, match nul. Entre la vodka et le traitement classique de la piqûre de méduse, qu'est-ce qui est le plus efficace?
Les deux méthodes sont très efficaces. Au bout d'1 heure et demie, je n'avais pas la moindre irritation, comme si je n'avais jamais été piquée. La vodka contre les piqûres de méduses. C'est confirmé? Je suis très étonnée, mais je dirais sans hésitation que le mythe est confirmé. Je pense que la vodka a désactivé les nématocystes dans mon bras et a guéri toutes les piqûres. Génial! Maintenant, on va aller relâcher Titus dans la baie. Tu veux pas en manger? Encore une victoire remportée par la vodka. Mythe confirmé. Adam et Jamie ont essayé de voir si les guirlandes de Noël risquent d'enflammer vos beaux sapins. Et ils viennent d'avoir un résultat. Si on branche trop d'appareils électriques sur une rallonge, on a une étincelle. Maintenant, il faut un incendie. Avec un arbre sec, ça brûlera plus facilement. Tout à fait d'accord. On va en sécher un autant qu'on peut et le recouvrir de guirlandes. On en mettra 5 fois plus que dans l'atelier. Ça marche. Au cas où ça ne donnerait rien, on va aussi rajouter un système d'allumage télécommandé. Pour reproduire l'étincelle que j'ai obtenue pendant l'expérience précédente. Parfait. On va mettre le feu. Qui a parlé d'incendie? Déterminés à mettre le feu à un sapin, Adam et Jamie se rendent à la caserne de la ville de Pleasanton. Et voilà. Ça sent bizarre ici. Mais c'est pas grave. On peut se placer à 2 endroits différents. Il faudrait placer l'arbre dans le coin, je pense. Ils vont mettre le paquet en branchant des centaines d'ampoules dans des dizaines de prises multiples. Il y a au moins un petit garçon qui sera content. Pour augmenter les chances d'incendie, le sapin a été desséché. Cet arbre est complètement sec. Il a été mis dans un endroit où on prépare les fleurs séchées. Maintenant, on passe à la séquence déco. On y va à fond là. On a placé 25 000 ampoules. Cela représente environ 200 ampères de courant électrique et de chaleur. Noël doit ressembler à ça au paradis. Je vais les éteindre. Je dois détourner le regard. La lumière est aveuglante. Aussi aveuglante que le soleil, soit. Mais il manque encore quelques jolis objets pour couronner le tout. Comme si ce n'était pas assez inflammable. Une guirlande traditionnelle et quelques boules de Noël. C'est en verre, non? Ah oui. C'est le test ultime pour savoir si les ampoules peuvent provoquer un incendie. Si malgré tout ça rate, Jamie a un éclateur sous le coude. Ce transformateur de néon agit sur un courant normal et le pousse à 5 ou 6 000 volts. C'est un moyen simple et efficace de déclencher un incendie. Quel beau sapin, mes enfants. On va le faire cramer maintenant. Cet arbre a été garni avec 25 000 ampoules et on a mis une guirlande normale. On l'a desséché dans un four pour fleurs pendant 5 jours. C'est une allumette en forme d'arbre de Noël. N'essayez pas ça chez vous, sauf si les pompiers vous aident. Ou alors, votre dinde risque d'être sacrément cuite. Okay, Linda, give us power. Over. Copy that. Pressing the green button. Over. Et voilà. Comme il a l'air festif. Avec 25 000 ampoules allumées, il est plus prudent de faire les choses à distance. Un signe d'espoir apparaît. Il y a de la fumée, on la voit qui sort. Ça va cramer. 40 minutes plus tard, les ampoules n'ont rien donné de plus. Si 25 000 ampoules ne peuvent pas mettre le feu à un arbre, pas la peine d'essayer avec plus. De la fumée, mais pas de feu. On va créer une étincelle. Très bien. Vous êtes prêts? On enfile nos masques pour intervenir. On va mettre le feu aux poudres avec une étincelle. Attends notre signal pour arrêter le courant. C'est la dernière expérience. Le sapin peut-il s'enflammer à cause d'une étincelle? Bon, allons-y. 3, 2, 1. Le sapin prend feu. Super! C'est fantastique.
Ça va vite. Les pompiers entrent en action. Sur le sapin, visez le sapin. Les pompiers ont des jouets géniaux. L'arbre de Noël a perdu son côté festif. Ce n'était pas une explosion, mais ça s'est très vite amplifié. En situation réelle, ce serait difficile de réagir, sauf avec un extincteur à portée de main. Tout à fait. Dès que ça se déclenche, il est vite trop tard pour pouvoir l'éteindre sans une escouade de pompiers. C'est allé super vite. Et encore, il n'y avait rien d'autre à brûler dans la pièce, donc il se serait éteint tout seul. Mais avec des rideaux ou des meubles, il se propagerait rapidement. Est-ce qu'on peut maîtriser ce genre d'incendie avec un extincteur normal, comme ceux que l'on peut avoir chez soi? Ce serait vite incontrôlable avant qu'on puisse mettre la main sur un extincteur, et il vaudrait mieux évacuer. Là, c'est complètement bidon. On a placé 25 000 ampoules sur ce sapin et ça n'a pas suffi à générer assez de chaleur pour qu'il prenne feu. Oui, ce mythe est bidon. Pourtant, les gens doivent rester prudents. On a prouvé qu'on peut créer un court-circuit en utilisant une rallonge. Ça peut causer un incendie. C'est vrai. En tout cas, ce mythe m'a bien motivé. On devrait faire une émission spéciale Noël. C'est porteur. C'est clair.